In the early summer of 1914, the Archduke Franz Ferdinand and his wife visited Sarajevo, the capital of Bosnia, in the Empire of Austria-Hungary since 1908. On the way connecting the city hall to the hospital, the couple just missed the first attack. They fall under the bullets of Gavrilo Princip, a 19-year-old. The latter was a member of an organization called Young Bosnia, campaigning for the creation of a country yet to be invented. This country was Yugoslavia. It was June 28th, 1914, a little over 100 years ago. At the time of the attack, the international situation was tense. But from there to the outbreak of a world war, there was a gap that was nevertheless crossed. As the summer began and the French got excited about the Tour de France by bike, that the beaches of Normandy and the Côte d'Azur were filling up, all the joy of relaxing, intense diplomatic negotiations took place in the European capitals. On the side of Austria-Hungary, a current wanted to use the emotion aroused by the attack to strike Serbia, designated as responsible for the attack. Vienna drafted an ultimatum, which they thought impossible to accept by the Serbian government. The latter, however, yielded to all requests, with the exception of the participation of Austro-Hungarian police in the participation in Serbia. Austro-Hungary takes this pretext to declare war on Serbia. The latter could count on the support of the Russian Empire, itself allied with France and the United Kingdom. As for Germany, it had long planned a plan of invasion of France through Belgium, before turning all its forces against Russia. Mon pays, la Belgique, n'a pas choisi d'être le champ de la bataille de cette guerre, mais l'une des plus dramatiques a lieu à Ypres, entre le 16 octobre et le 24 novembre 1914. Voici ce qu'en dit Albert Londres, reporter des guerres en 1914. Nous sommes le 16 octobre, la bataille des Flandres commence. Le 17, ils préparent le terrain, ils crachent de tonnes de morts. On les empêche de passer, on ose. Le 18, ils jugent la route prête. Ils avancent. C'était entre Nieuport et Dixmude. Les Allemands étaient très forts. Ils défoncent la poitrine de la petite armée belge. La petite armée reprend ses sens, bombe les côtes et de tout nouveau revient à la ligne dont on l'avait chassée. Le 19, le 20 jusqu'au 23, ils s'abattent contre la petite armée belge et nos fusiliers français. La nuit, les Flandres s'allument. Le ciel n'a jamais vu tant de torches lancées vers lui. Il n'y avait que la nature qui fasse une différence entre la nuit et le jour. Les églises enflammées guident les canons. On tire à coup sûr, on tire à coup perdu. On met de la mort partout pour empêcher les vivants d'y vivre. Au début de l'année 1916, cela fait déjà de longs mois que le front de la Première Guerre mondiale est devenu immobile. Les tranchées n'ont pas toujours changé de position. Voulant en finir, les Allemands décident une offensive en un lieu hautement symbolique. Ils choisissent la région de Verdun, un site stratégique mais marqué par une fragilité dans sa défense. La bataille dite de Verdun s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916. Donnant l'avantage aux Français, aux Allemands, le corps français réagit et s'organise.
une voie sacrée qui permet d'acheminer des renforts, de ravitailler les tranchées et de renouveler les combattants de jour comme de nuit. Entre février et avril, les effectifs mobilisés à Verdun ont plus que doublé. Ce sont près des 2/3 de l'armée française qui participent alors à la bataille. Cher papa, pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur d'1 kilomètre, il ne reste pas un brin de verdure, mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par des obus. Des blocs de pierre cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie qui laissent supposer qu'il y a eu là une construction, qu'il y a eu des hommes. Je croyais avoir tout vu à Neuville. Eh bien non, c'était une illusion. Là-bas, c'était encore la guerre. On entendait des coups de fusil, des mitrailleuses, mais ici, rien que des obus, rien que cela. Puis, des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement. Des lambeaux de chair qui volent en l'air et du sang qui éclabousse. Il faut avouer que jamais on n'aurait vu une telle obstination dans le sacrifice inutile. Quand par hasard les Allemands, gagnent un bout de terrain. Ils savent ce que ça leur coûte et encore ne leur conserve-t-il pas souvent. 2 millions d'obus, soit un obus lourd toutes les 3 secondes, tombent sur les positions françaises les 2 premiers jours de la bataille. L'équilibre des forces conduit à un massacre quotidien. 1000 hommes y décèdent chaque jour. Des villages sont détruits, les forêts sont en flammes, les champs ressemblent à un paysage lunaire. Le 18 décembre 1916, la victoire française est proclamée. Mais en réalité, il n'y a pas de vainqueur. Le bilan est bien trop lourd pour une situation qui n'a pas évolué. Les Français déplorent 163 000 tués et 216 000 blessés. Les Allemands dénombrent, eux, 143 000 tués et 196 000 blessés. Verdun reste l'une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. On July 1st, 1916, at 7:30, began the Battle of the Somme, the deadliest of the First World War. The Battle of the Somme began with a massive attack delivered by hundreds and thousands of British and French soldiers. The start of the offensive was a disaster for the Allies, whose forces were target of heavy fire when they emerged from their trenches. The casualties, dead, wounded, prisoners, or missing, amounted to more than 57,000 in the ranks of the British Commonwealth. It's the heaviest record in a single day in the long history of the British Army. The Somme offensive did not last a single day, but continued for more than 4.5 months. Although the Allies had some success in the battlefield in July, they never managed to break enemy lines, and the bloody fighting dragged on. On the last day of the battle, November 18, 1916, the fighting had killed more than 1 million people. With desolation in the stars, I lonely vigil keep over the garnered field of Mars, watching the dead men sleep. Huddled together, so silent there, with bloodless faces and clotted hair, wrapped in their long, long sleep. By uptorn trees and crater rims, along the ridge they lie, sprawled in the mud with outspread limbs, wide staring at the sky. Why to the sky do they always stare, questioning heaven in dumb despair? Why don't they moan or sigh? Why do I rave neath the callous stars at their upturned faces wide? I, surely I, with my crimson scars, slumber within this night. Death, with shadowy finger bare, beckons me on to, I know not where, but huddled together and freed from care, we'll watch till the dawn of flight. En ce printemps 1917, ils sont des dizaines de milliers de Canadiens entassés dans des tunnels. Ce sont d'anciens carrières de craie creusées au pied de la colline de Vimy. Et ils attendent, là, l'ordre de lancer l'assaut. Alors certains d'entre eux ont le réflexe de graver dans les murs leurs noms, des indications pour se repérer dans ce réseau de tunnels baptisé le métro. Des feuilles d'érable,
Ou ce portrait féminin, souvenir de temps meilleurs et heureux, probablement pour le soldat qu'il a dessiné. Autant de traces laissées par ces hommes, autant de témoignages de leurs peurs, de leurs angoisses, de leur envie de vivre et de survivre à ces atrocités. Un art souterrain pour ne pas oublier, pour ne pas les oublier. Plus haut, la crête a été solidement fortifiée par les Allemands. Au soir du 8 avril 1917, 30 000 hommes du garde armé canadien commencent à monter vers la première ligne. L'angoisse laisse alors place à l'action. En rupture avec les batailles meurtrières, voire inutiles, du front ouest de 1914 en 1917, cet important succès militaire a immédiatement un écho considérable dans l'opinion publique canadienne. La colline de Vimy devient par la suite un lieu patrimonial essentiel, lieu d'un moment fondateur de cette jeune nation en terre française. Mes compatriotes italiens se souviennent encore avec une profonde émotion de la bataille de Caporetto. Elle est comme une blessure permanente qui évoque le plus souvent un sacrifice complètement inutile. Celle-ci a lieu du 24 octobre au 9 novembre 1917. Dans la bataille, donc, cette bataille résulte comme... est alors le point central d'une percée austro-allemande qui se solde par une très lourde défaite de l'armée italienne, malheureusement, alors dans le camp de la Triple Entente. Dans la bataille, l'armée italienne perd plus de 330 000 soldats, 40 000 tués ou blessés, et fait de 295 000 prisonniers. Cependant, ce traumatisme provoque le réveil d'une population consciente de la mise en danger du territoire national, et aussi d'un de ces joyaux qu'est la Vénétie. C'est alors dans un élan patriotique de défense du sol national et dans des meilleures conditions matérielles que l'Italie arrive à résister au choc frontal de l'ennemi lors de la bataille du solstice en juin 1918, prélude donc à la victoire de Vittorio Veneto au début de novembre. Avant 1918, des propositions de paix ont été faites. Des propositions sans vainqueur ni vaincu, afin de garantir une paix durable entre les belligérants. Alors, tour à tour, en 1916, l'empereur François-Joseph, puis en juillet 1917, des députés allemands, et même le pape, en août, firent ces propositions. Cependant, toutes ces tentatives furent vaines, elles ont rapidement échoué. En septembre 1918, la situation périlleuse dans laquelle se trouvent les Allemands les force à rechercher une paix de compromis. Une demande d'armistice est alors adressée par le gouvernement allemand au président américain Wilson le 4 octobre. Après plus d'un mois de négociations secrètes et intenses, l'armistice sera finalement signé le 11 novembre, au petit matin, à 5h15 exactement, dans un wagon aménagé en bureau pour le maréchal Foch, généralissime des armées alliées. Et quelques heures plus tard, le dernier coup de canon est tiré. À 11h, enfin, le cessez-le-feu est annoncé sur tout le front, concluant plus de 4 années de conflit. Mais la paix définitive, mettant fin officiellement à la Première Guerre mondiale, sera signée en grande pompe, sous les ors et dorures, un moyen parmi d'autres de souligner le triomphalisme des Alliés. C'est le traité de Versailles, le 28 juin 1919.
41 mois, des millions d'hommes se sont affrontés sur terre, sur mer et dans les airs. Ces hommes combattant surtout en Europe, mais aussi au Moyen-Orient, venaient de partout. Ils étaient tirailleurs algériens, marocains ou tunisiens, des soldats de la péninsule arabique, recrues volontaires ou désignés d'office venus des côtes du Sénégal ou de Madagascar. Ces hommes combattant surtout en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Des soldats des contrées plus lointaines, d'Inde, d'Indochine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, sans oublier l'aide américaine décisive à partir de 1917. On ne saurait oublier les soldats de l'Allemagne, des contrées de l'Europe centrale et orientale, qui ont aussi rempli leurs devoirs. Et beaucoup d'autres ont certainement été ici oubliés. Jusqu'ici, jamais autant de soldats avaient été enrôlés et jamais on n'avait eu à déplorer autant de victimes. 18 millions de morts et 22 millions de blessés comptabilisés lorsque vient l'armistice le 11 novembre 1918. Dans les champs de Flandre et d'ailleurs, les coquelicots ont toujours fleuri et marquent la place des soldats qui se sont sacrifiés. Et dans le ciel, les oiseaux qui chantent sont devenus audibles au milieu des canons qui viennent de se taire. Tandis que l'étoile de l'espérance se lève, nous allons, jeunesse en quête d'amitié et de réconciliation, cueillir des bleuets dans les blés qui désormais recouvrent les champs des guerres passées. Ces fleurs sont le symbole de l'espérance dans la quête de la paix qui n'efface les souvenirs des souffrances passées.